Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cet événement Cloud Azure. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de Cloud Azure, les sujets autour de la migration, comment y aller sur Azure, et aussi une fois qu'on y est, comment on gère la suite, comment on gère à la fois les coûts et l'évolution de l'infrastructure. Pour aujourd'hui nous aider sur discuter sur ce sujet-là, je suis accompagné de Jean-François. Jean-François, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Jean-François Berenguer, moi je suis directeur des opérations chez Progelis pour la région Grand Sud et j'interviens aussi en conseil auprès de la plupart de nos clients pour tout ce qui est transition vers le cloud et thématiques autour de la cybersécurité. Voilà. Et puis je suis aussi ce qu'on appelle MVP chez Microsoft sur Azure depuis maintenant de nombreuses années. Et donc pour ma part, Guillaume, je suis ingénieur d'affaires chez Progelis Grand Sud, en charge notamment des entreprises privées. Alors l'agenda qu'on a mis aujourd'hui sur les 3 thèmes qui nous concernent, c'est le pourquoi migrer. On va y aborder les différents cas d'usage, les façons d'y aller, les différentes stratégies et l'hybridation. Qu'est-ce que l'hybridation? On y reviendra après dans ce sujet de la migration. Le comment migrer, eh bien en fait, on va commencer déjà par faire un inventaire, définir une architecture, et ensuite migrer et une fois qu'on est migré, commencer à optimiser à la fois les sujets techniques, infrastructure et les coûts. Et une fois qu'on a migré, on va parler de la gouvernance, de la sécurité, de la gestion des coûts. Ce sont des sujets aussi importants que les 2 premiers dans une stratégie Azure. Pourquoi migrer? Jean-François, est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Alors effectivement, donc il peut y avoir plein on va dire de bonnes raisons de migrer vers le cloud. Et là, donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de migrer vers les plateformes Azure. Donc un des 3 clouds Microsoft. Et pour les principales raisons que nous rencontrons aujourd'hui chez nos clients, donc on les a listées un petit peu sur cette slide. On va retrouver, voilà, si on part d'en bas à gauche et qu'on suit la roue vers la droite, ça peut être tout simplement, aujourd'hui j'ai une infrastructure qui est chez un hébergeur local. J'arrive en fin de contrat et je me pose la question de savoir si ça peut présenter un intérêt de migrer vers un cloud public, certainement pour des facilités, on va dire, de mise à l'échelle et de fourniture de la puissance à la demande, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'accroissement de mon activité, de pouvoir rendre ensuite plus d'accès à mes utilisateurs ou à mes clients. Donc besoin de proposer, d'agiter l'élasticité, on en a parlé. Une autre raison aussi qui est la 3e que l'on voit ici, c'est la partie innovation. Effectivement, on va le voir que quand on migre vers des clouds de type Azure, on va bénéficier d'un certain nombre de services qu'on appelle en mode PaaS, donc plateforme as a service, avec derrière, par exemple, possibilité d'utiliser des services d'intelligence artificielle, comme les connective services, d'utiliser des services comme tout ce qui est traitement des données pour l'IoT, pour les objets connectés, des services de données, des services, donc des services divers et variés, qui seraient très complexes à mettre en place si j'étais sur une infrastructure locale, alors que là, dans Azure, je vais pouvoir bénéficier de tout ça. Je vais aussi en profiter pour moderniser et sécuriser les infrastructures. La partie sécurité aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est en plein cœur de l'actualité. Et le fait d'utiliser des infrastructures de type Azure, avec tous les mécanismes de sécurité, avec l'intelligence artificielle sur la sécurité qui aura appuyé dessus, ça va être un vrai gain que l'on va retrouver là-dessus. Après, ça va me permettre aussi, d'accélérer la croissance, parce que c'est du coup le time to market entre le moment où je vais avoir idée d'un nouveau process et le moment où je vais pouvoir le déployer et le mettre à disposition de mes utilisateurs ou de mes clients va être bien réduit si j'utilise des infrastructures de ce type-là. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on rencontre aujourd'hui et je pense que Guillaume, c'est quelque chose que tu as pu toi aussi voir de ton côté chez un certain nombre de clients. Alors, effectivement, sur Azure, on va avoir, 2 grandes typologies de clients. Alors, le client final, qui va migrer une partie de sa infrastructure ou la totalité pour bénéficier, soit effectivement, par exemple, on en parlait tout à l'heure de l'IoT, ou parce que l'hébergement se termine. Ça, c'est des sujets qu'on va aborder avec les clients finaux. Et on a aussi une autre partie de nos clients qui sont des éditeurs,
où là, on va avoir besoin de répondre à cette nécessité d'accroître, d'accélérer la croissance, d'augmenter les revenus par par toutes les possibilités qu'offre Azure en termes de déploiement, de scalabilité, de comment dire, d'ouverture vers l'international et toute la souplesse, la puissance qu'offre la plateforme. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément dans la rookie ici, mais la notion d'ouverture à l'international est très importante, puisqu'on veut, voilà, typiquement, donc à Azure, ce sont X data centers à travers le monde, dans ce qu'on appelle des régions, et on a la possibilité, finalement, assez facilement, de pouvoir répliquer un certain nombre d'infrastructures et de manière à mettre ces solutions-là à proximité, on va dire, des utilisateurs, alors soit pour des questions de latence, soit tout simplement pour des questions légales. Voilà, par exemple, on a des clients qui sont à l'international et qui ont besoin d'avoir des plateformes en Chine, des plateformes aux États-Unis, des plateformes en Amérique du Sud, ainsi de suite. Et donc à chaque fois, peut-être il y a des contraintes légales qui font que il faut garantir que les données, que les applications sont bien stockées dans la région du pays en question. Parce que voilà, il y a des contraintes. Alors typiquement en Europe, hein, on connaît tous toute la partie RGPD et autres. Et c'est vrai que la plupart de nos clients souhaitent s'assurer que, entre autres, la partie données est bien stockée sur le territoire français, voire le territoire européen. Donc ça, on va dire, c'est tout un tas de raisons et de questions que l'on rencontre chez nos clients sur bon, allez, pourquoi on va évoluer vers le cloud. Ensuite, une fois qu'on a à peu près décidé de la raison, hein, déjà, c'est ce qu'il faut bien retenir là-dessus, c'est que il faut éviter de se dire on va migrer parce que c'est la mode. Ça, je sais pas si tu te rappelles, mais on a eu un client qui était comme ça, il disait ouais, ben pourquoi, ben parce que finalement. L'idée c'est pas de faire comme tout le monde. Hein. L'idée c'est de vraiment trouver votre infra, le sujet qui va vous concerner sur Azure. On va pas passer demain toute votre infrastructure comme ça, on a 50 doigts sur Azure, on va y réfléchir. On va définir une architecture cible qui peut concerner seulement une partie de votre infra, ça peut être par exemple la VDI, et on va après mesurer l'intérêt pour vous d'y aller ou pas, de façon très honnête. Donc là, tu viens de prononcer effectivement quelque chose qui est essentiel et que un terme que l'on a présenté en introduction, en présentation de l'agenda, c'est la notion de ce qu'on appelle l'hybridation. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, l'idée, c'est pas de prendre tout son système d'information et d'aller tout mettre dans le cloud Azure. Non, aujourd'hui, tous les projets que l'on mène sont des projets qu'on appelle hybrides. C'est-à-dire on migre certaines choses qui sont migrables déjà, parce que tout n'est pas migrable dans Azure, hein, ça c'est certain. Et on va voir que dans la méthodologie, déjà, on va faire l'analyse de ce que l'on peut migrer et ne pas migrer. Mais on va se retrouver effectivement avec des architectures hybrides et on va déplacer certains pans, ce qu'on appelle des quartiers dans l'urbanisation du SI. On va déplacer certains quartiers dans ce cloud-là. Et il y a des choses que l'on va laisser on-premises, donc en local, soit dans votre salle, dans la salle informatique, soit dans l'hébergeur de proximité. Du coup, une fois qu'on a décidé effectivement de pourquoi migrer, quels sont les axes que l'on va mettre en avant pour justifier cette migration, ensuite, on va travailler sur la stratégie. Et là, effectivement, en termes de stratégie, on va pouvoir rencontrer plusieurs façons de faire. Donc, les 4 termes qu'on utilise assez souvent, c'est le lift and shift, hein, qui est à gauche ici, le refactor, le re-architect et le rebuild. En gros, le lift and shift, c'est, on va dire, la solution la plus simple d'aller vers le cloud de type Azure. C'est je prends mes VM. On part du principe que donc j'ai quand même une grosse majorité de mon infrastructure qui s'appuie sur des VM. Je prends ces VM, alors qu'elles soient sur de l'Hyper-V, sur du VMware, sur quelques systèmes de virtualisation que ce soit, et je les mets à l'identique dans mon cloud Azure. D'accord? Donc, en gros, la VM, je la déplace et je la retrouve à l'identique. Et donc, ça veut dire que ma structure applicative, elle va rester telle quelle. Donc, si j'ai un serveur LAMP qui héberge mon PHP, MySQL et ma partie Apache, cette VM-là, je vais la retrouver à l'identique dans Azure. Et c'est mon premier déplacement que je fais. Et là, je vais faire ça essentiellement pour réduire ce qu'on appelle le capex, hein, donc cette partie financière. Ça va me permettre aussi de pouvoir faire des montées à l'échelle, comme on appelle, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir rapidement la puissance. Et c'est aussi une première étape intéressante quand on veut passer sur Azure. Alors
Et effectivement, c'est une première étape qui est intéressante. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, c'est la plus facile. D'accord? Donc, ça veut dire que je prends mon existant et je le remets comme ça. Deuxième stratégie, c'est typiquement, ok, il y a des VM, je vais les déplacer à l'identique, mais pour certains services, et là typiquement, par exemple pour les services de type base de données, plutôt que de déplacer mon serveur avec l'operating system, avec mon moteur de base de données, mes données qui sont comme ça sur ma VM, ben, à la place, je vais aller consommer un service PaaS, donc Platform as a Service, qui est un service de données, de gestion des données qui est directement dans Azure. Donc, ce qu'on appelle des services PaaS SQL. Où je vais me retrouver avec des environnements équivalents à du SQL Server, du Postgre, du MySQL et autres types de bases de données. Mais là, l'avantage, c'est que je m'occupe plus des couches basses. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous du moteur de base de données, c'est plus mon problème, c'est Microsoft qui gère. Voilà. Donc ça, c'est la partie refactor. Et dans cette partie refactor, bien souvent, donc on se dit que les VM, on va dire de middleware ou les VM de base, je les déplace telles quelles. Et pour les services un peu plus évolués, je vais utiliser du PaaS. Ça nécessite pas une refonte de mon application. C'est-à-dire que mon application, dans ma chaîne applicative, j'ai toujours un service de base de données que je vais aller requêter avec ma chaîne de connexion. Donc ça, mon application, je la repense pas, mais je commence à avoir du gain. Pourquoi? Parce que les services passent. Ça va être à partir de ces services-là que je vais vraiment avoir du gain en termes de ROI sur ma plateforme. Des bases de données, par exemple. Je crois que ça a coupé, Jean-François. Je disais, en service pass, on peut utiliser les services de base de données, par exemple. Tout à fait. Je sais plus si tu m'entends là de nouveau, mais ouais, ça y est. Voilà. Ok. Ouais, donc effectivement, ouais, c'est là principalement dans la partie refactor, c'est effectivement ce sont les services de type base de données. Après, les deux autres stratégies qui sont sur la droite, donc le réarchitecte et le rebuild, là, je vais en profiter pour modifier l'architecture de mon application. C'est-à-dire que je vais commencer à la penser en décomposition en microservices, utiliser des services de type serverless, d'accord? Et là, ça veut dire que mon application qui est on-prem était en V1, dans le cloud, elle va passer en V2. Donc, ça nécessite effectivement de travailler avec les architectes applicatifs. Je repense mon application et là, je la modernise et j'utilise tout ce qui est nouvelle, alors je vais pas dire tendance, mais nouvelle technologie aujourd'hui sur les applications, avec cette décomposition en blocs, en petits blocs, de manière à pouvoir augmenter la puissance ou réduire la puissance en fonction des besoins, plus facilement gérer les mises à jour. Oui, tout à fait. C'est cette partie microservice. Donc, en gros, une fois que j'ai décidé de pourquoi je migre, ensuite, je définis ma stratégie. Voilà. Et ça, ce sont vraiment les deux premières étapes. Alors, j'ai une question pour toi, Jean-François. J'ai une personne qui me demande, pour les petites structures, c'est-à-dire moins de 50 utilisateurs, prenant en compte le déploiement des applications métiers en mode SaaS, qui est en train de se démocratiser, il ne serait pas plutôt plus judicieux de faire une migration full déploiement dans Azure plutôt que de conserver un contrôleur domaine en local? Ah si, bien sûr. Là, effectivement, quand tout à l'heure on parle d'hybridation, c'est que c'est la majorité des projets, effectivement, sont de ce type-là. Après, effectivement, sur des petites structures, en gros, c'est quand tout à l'heure on va faire cette partie analyse, et c'est là qu'on va définir est-ce que je peux tout migrer ou pas. La partie contrôleur de domaine, par exemple, la gestion des identités, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut très facilement déplacer dans un service Azure qui s'appelle Azure Active Directory. Et à la limite, après, on n'a plus besoin d'annuaire local parce que finalement, il ne sert plus à rien, parce que même les postes, je vais pouvoir les enregistrer et les gérer directement dans ce domaine-là. Donc, pour un AD, c'est facile. Là où d'autres questions vont se poser, ça va être plutôt, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir que j'imprime quand même. Et là, l'imprimante, c'est quelque chose de physique qui doit être à proximité de l'utilisateur. Donc, cette gestion du flux des impressions, est-ce que je la laisse dans le cloud ou est-ce que je la mets à proximité? Voilà. Donc, on va se poser des questions comme ça. Alors, c'est vrai que pour des petites structures, des fois, c'est plus facile de tout migrer parce que du coup, l'urbanisation, le schéma d'urbanisation du SI, il peut être assez simple. Voilà. Mais c'est pas la taille de l'entreprise qui fait la complexité de son système d'information. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est très important à retenir. Voilà, c'est pas la taille de l'entreprise qui fait la complexité du SI, de la même manière que c'est pas la taille de l'entreprise qui définit son niveau de sécurité. Donc une fois qu'on a choisi, excuse-moi, j'allais dire, effectivement, on est d'accord. Hein, quand on parle d'architecture Azure, on va pas forcément uniquement regarder la taille. Il y a effectivement aussi les sujets critiques, les applications critiques, les utilisateurs critiques. On va faire une matrice en fait de ce qui est migrable, pas migrable, ce qui est intéressant de migrer ou pas. Tout à fait, parce que je peux très bien avoir une entreprise qui a 50 salariés
donc entre guillemets une petite entreprise, par contre qui génère, dont le métier c'est de la vente en ligne et qui peut avoir des millions d'utilisateurs. Et là, du coup, l'infrastructure que je vais mettre en place, et entre autres cette partie commerce en ligne que je vais devoir rendre accessible à ces millions d'utilisateurs, elle va être peut-être aussi complexe qu'une entreprise de 10 000 salariés. D'accord? Donc, c'est pas du tout la taille de l'entreprise qui compte, c'est plutôt effectivement son activité et la complexité, la nécessité d'avoir un système d'information performant et accessible potentiellement depuis tous les endroits. Alors, donc effectivement, une fois qu'on s'est posé la question de pourquoi migrer, et ben maintenant, comment on fait pour y aller? Alors, effectivement. Donc, comment on fait pour y aller? Mine de rien, c'est la vraie question. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que, alors, vous aurez les slides à disposition hein, suite à ce webinaire-là. Microsoft a fait un travail énorme sur le sujet et entre autres fournit ce que Microsoft appelle donc le Cloud Adoption Framework. Donc, vous avez le lien là et en cliquant dessus, vous avez effectivement toute la méthodologie à suivre. Alors, ça reste un framework de méthodologie. Donc, comme tous les frameworks, il faut faire toutes les étapes, mais ensuite, il faut les adapter au contexte. Donc, ça veut dire que, quelle que soit la taille, les motivations de la migration, la stratégie que l'on applique, il faudra toujours passer par définir la stratégie, planifier la migration, préparer tout l'environnement d'atterrissage, ensuite migrer, préparer les équipes et les utilisateurs, et en parallèle, assurer tout ce qui est la gouvernance et la gestion. Voilà. Donc ces étapes-là, elles sont indispensables. Maintenant, en fonction du projet et de ce que l'on va décider de déplacer dans le cloud, mais ça va être plus ou moins important. Si on choisit de déplacer tout le système d'information, il va vraiment falloir faire toute la partie analyse des dépendances. Si c'est juste une application, ben cette partie analyse des dépendances, elle va être quand même plus simple. Donc, du coup, ici, on retrouve ces phases qui sont indispensables. Donc, définition de la stratégie, planification, préparation de l'environnement, ensuite migration. Et après, une fois que j'ai commencé à migrer, ben, je vais commencer à améliorer ce qu'on appelle l'adoption, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser, hein, quand on dit une fois que j'ai mis les mains dedans, je vais pouvoir commencer à utiliser tous les services mis à ma disposition dans le cloud, auxquels peut-être j'avais pas pensé lorsque tout était en local. Et puis aussi, un sujet qu'il faut pas négliger, c'est la gouvernance et le management de ces unités dans Azure. Alors, ouais, on y reviendra, c'est dans la dernière partie, la notion de gouvernance est absolument indispensable. Il faut juste bien savoir que, en définitive, lorsque je mets des choses dans Azure, qu'est-ce que je fais? C'est que je déploie ce qu'on appelle un data center virtuel. Mais c'est un data center. Alors, c'est un bout qui m'appartient, que je paye les services pour ça, mais ça veut dire que ben, tout ce que je fais sur une salle informatique en local ou sur un hébergeur de proximité, mais les mêmes règles, je vais devoir les appliquer dans mon data center virtuel qui va être dans Azure. Et un des piliers, on va voir aussi, qui est très, très, très important, c'est tout ce qui va être le suivi des coûts et de la consommation, parce que c'est ce qui va garantir que derrière, mon projet est un succès ou pas. Si je me trompe là-dedans, je risque de payer 2 fois plus. C'est important de le préciser. Et effectivement, on a prévu un ensemble de slides sur ce point-là. Effectivement, la gestion des coûts. Donc, comment migrer? Ben, une fois qu'on a défini donc la stratégie, la notion d'inventaire est très très importante. C'est-à-dire que on a vu tout à l'heure, c'est quelles sont mes motivations pour migrer, quelle est la stratégie que je vais utiliser, et ensuite, il va falloir avoir un inventaire détaillé de mon système d'information pour bien identifier ce que je vais pouvoir migrer, dans quelles conditions je vais migrer, suivant quelle échéance, d'accord, et garantir que je migre bien ensemble tous les éléments d'un bloc. D'accord. Alors, si vous êtes dans une structure qui est quand même très très large et qui a déjà les schémas d'urbanisation du SI, ça peut être facilité. Avec des outils d'urbanisation, vous êtes capable d'isoler un quartier et ça vous donne automatiquement la liste des applications et des VM impactés. Ceci dit, ça c'est quelque chose que l'on rencontre quand même de moins en moins parce que c'est quand même difficile à maintenir. Ben, la première phase, ça va être de réaliser cet inventaire-là. Et pour réaliser cet inventaire-là, ben, on verra tout à l'heure qu'il y a tout un tas d'outils qui existent et qui vont nous faciliter la vie. Que l'on va oui. Jean-François, on peut dire que ça, cet inventaire, c'est notre point A, c'est la situation actuelle. Tout à fait, voilà. Mais cette situation-là, elle doit être bien détaillée, parce que ça aussi, hein, ben, si je déplace des blocs et que j'en oublie un bout,
ben forcément l'application risque de ne plus fonctionner. Donc pour ça, on va utiliser, voilà, on va pouvoir utiliser des outils. Donc il y a des outils gratuits qui sont fournis par Microsoft dans Azure de type Azure Migrate. Et puis on va pouvoir aussi utiliser d'autres outils de type Cloud Recon ou Cloud Pilot de chez Unify Cloud, qui vont nous permettre, voilà, d'aller plus loin dans l'inventaire. Et non seulement d'aller plus loin dans l'inventaire, mais qui vont aussi nous faciliter la vie sur les chemins de migration. Et par exemple, ça va être capable d'analyser le code d'une application pour identifier tous les composants qui sont mis en jeu pour que l'application fonctionne, de manière à être sûr ensuite de pouvoir tout migrer. Et ça va, voilà, les outils par exemple d'Unify Cloud vont aussi nous suggérer peut-être de l'optimisation et de la modernisation d'applications. De la même manière, ces outils d'inventaire là, on va voir tout à l'heure une copie d'écran, vont nous permettre de pouvoir faire des estimations de coûts. Parce que finalement, cette notion financière, ça reste quand même le nerf de la guerre. Techniquement, on s'en sort toujours, on est toujours capable de faire marcher les systèmes. Voilà, il y a toujours le bout de service qui va bien. Mais par contre, la notion de la finance est vraiment primordiale, parce que ce qu'il faut, c'est que lorsque j'ai migré dans le cloud, il faut éviter de payer 2 fois plus que lorsque j'étais en local. D'accord. Donc, et il va vraiment falloir suivre toutes ces informations-là. Ça va nous donner des pistes déjà sur le dimensionnement des systèmes. Il faut bien savoir que lorsque je suis dans Azure, je paye à l'usage. C'est pas comme quand je suis dans Office 365. Office 365, j'achète des licences, je paye en fonction des licences. J'ai acheté 1000 licences, je m'en sers que de 800, je paye pour 1000 licences. Dans Azure, je suis à l'usage. Donc, si j'ai décidé de prendre des VM qui sont 4 vCPU, 16 Go de RAM, et qu'elles tournent 24, 7 jours sur 7, je vais payer pour cet usage-là. Maintenant, si j'ai certaines VM qui ont été identifiées et que, par exemple, j'ai besoin de les faire tourner que 5 jours par mois en fin de période, mais forcément, ces VM-là, je vais payer, alors pour la partie VM proprement dite, je vais payer que lorsque les VM seront allumées. D'accord. Voilà. Par contre, il y a d'autres éléments où je pourrais peut-être pas faire autant d'optimisation que ça. Donc là, en fait, ça fait bien partie de ce périmètre à définir. C'est l'usage des VM dans la situation et l'usage à venir. C'est important de le définir. Tout à fait. Et ça va être un petit peu la différence que l'on va avoir, et c'est là aussi, ça fait partie des motivations de migration vers le cloud, c'est que dans cette partie définition du périmètre et d'inventaire, il y a une notion que je vais rentrer, et qui n'était pas forcément présente dans mon urbanisation, c'est quelles sont les plages horaires, d'accord, d'ouverture des services en question. Pourquoi? Parce que cette notion-là va me permettre finalement d'avoir une très bonne optimisation par la suite sur la partie finance. Oui, d'accord, effectivement. Alors, quand je dis donc utiliser des outils, bon là, ce petit diagramme ici présente assez rapidement ce que l'on va faire avec les outils. Donc, en gros, globalement, ici, j'ai une infrastructure. Donc ça, c'est mon infrastructure locale, en l'occurrence, donc ici, un ESX, avec mes différents hosts et mes VM qui sont hébergés sur les hosts. Et tout ça, c'est piloté par un vCenter. Mais via des outils de type, par exemple, Azure Migrate, donc qui est une solution qui est disponible dans Azure, je vais aller télécharger un appliance. Donc, l'image de la VM, je l'ai déjà, donc j'ai le fichier VMDK que je vais pouvoir utiliser. Je vais l'installer sur mon vCenter et je vais lui dire, fais-moi l'inventaire de toutes les VM qui tournent sur mes hosts. Et cet inventaire-là, ensuite, il va être collecté, donc par la VM en question, et envoyé ici dans mon service Azure Migrate. Et à partir de là, en tant qu'administrateur ou opérateur en charge de la migration, je vais bénéficier de cet inventaire. Et via cet inventaire-là, après derrière, je vais pouvoir faire ma simulation de coûts et tout ce qui va avec. D'accord? Donc finalement, voilà, on a pléthore d'outils qui vont nous permettre de faire ça. Ensuite, cet inventaire-là, ça remplace le fichier Excel si on fait par exemple. Ouais, parce que le fichier Excel, bon, on connaît. Alors c'est même, il y a quelqu'un de Microsoft qui dit que finalement chez Microsoft tout finit dans Excel, ce qui est vrai. C'est que, comme on dit, à un moment donné, on aura un fichier Excel, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que là, j'ai l'inventaire en temps réel, d'accord. Et on se rend compte, effectivement, pour l'avoir déroulé ça un certain nombre de fois chez nos clients, c'est que par rapport aux informations qui nous sont données via un fichier Excel ou un CSV, qui représente l'inventaire théorique, l'inventaire réel présente quand même pas mal de différences, et avec bien souvent, par exemple, des VM qui n'existent plus. Voilà.
ou de nouvelles VM qui ont été créées. Excuse-moi, je vais te couper, Jean-François. J'ai une question là qui est importante aussi à poser. C'est concernant l'AD dans Azure AD. Comment on gère les coupures Internet dans ces cas-là? Si on n'a plus que l'AD Azure AD, on n'a plus d'AD local. Comment on gère les connexions Internet? Comment on gère les connexions Internet ou comment on gère les connexions? Les coupures Internet. Les coupures Internet, de la même manière que qu'on va gérer l'accès à votre contrôleur de domaine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les postes qui sont utilisés, tous les postes, on va dire, si on est dans un environnement classique Windows 10 avec les postes intégrés à mon annuaire, l'authentification est mise en cache dans le poste. Et donc aujourd'hui, votre poste, même si vous êtes déconnecté du réseau, ça vous empêche pas d'ouvrir la session avec votre compte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a une gestion en cache sur le poste. Donc même si j'ai une coupure de connexion, c'est exactement comme si j'avais une coupure d'accès à mon AD local, ou si j'étais en mode déconnecté, donc non connecté au réseau. Vous pouvez toujours démarrer votre poste de travail, ouvrir votre session avec vos identifiants de votre AD. Pourquoi? Parce que cette partie-là est en cache dans le poste. D'accord? Donc en définitive, cette notion de coupure Internet, elle n'est pas spécifique à Azure. C'est-à-dire que c'est exactement le même sujet que lorsque vous avez votre infrastructure qui est chez un hébergeur local. Pour pouvoir y aller, il va bien falloir passer par un bout de tuyau. Alors, ce bout de tuyau, ensuite, c'est le même principe que ce soit un hébergeur local, la salle informatique de votre siège ou Azure, parce que pour pouvoir se connecter à cet environnement-là, on aura toujours deux possibilités. Soit je passe par le web, donc j'accède à mes services via des points de connexion publics, soit je passe par du VPN. Dans Azure, ça sera la même chose. Je vais soit monter un VPN, d'accord, entre mon organisation et mon data center virtuel, soit je vais fournir des accès via des points d'adresse publics. Alors, typiquement, si j'ai mon site web pour mes clients, eux, ils vont se connecter directement depuis le web. Et là, ça va être aussi un des gros avantages que l'on va avoir d'utiliser des plateformes de type Azure, c'est que ces solutions-là sont proposées directement en tant que service. D'accord? Donc, pour monter une passerelle applicative de type public pour accéder à mes applications, j'ai un service qui est déjà tout prêt, donc je le prends, je le mets dans mon blog, je le positionne, voilà, et je me soucie plus derrière de reste. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile aussi pour ces points de connexion. Ouais. Donc, parmi les outils de migration, donc on va utiliser des outils de type Azure Migrate qui vont me faire mon inventaire, qui vont me faire ici donc ce qu'on appelle un assessment, une estimation des coûts, une estimation de l'organisation. Voilà quelques copies d'écran des résultats que l'on obtient. Donc là, par exemple, un inventaire avec 3 VM, et ici une estimation des coûts si je déplace ces VM là dans Azure. Donc j'ai le coût du compute et le coût du storage. Dans Azure, tout est en fonction des services, tout est paiement à l'usage, comme on dit tout à l'heure. Et typiquement pour une VM, j'ai deux coûts qui apparaissent. J'ai le coût vraiment de la VM en elle-même et le coût du storage. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Pourquoi? Parce que si j'éteins ma VM la nuit, je diminue le coût du compute. Par contre, le coût du storage, lui, il est toujours utilisé. Lui, il est 24/24. On va apprécier là, c'est la transparence de Microsoft par rapport aux données qui nous communiquent sur les consommations, sur les coûts, et sur cette facilité à lire en fait toutes les informations qui concernent notre infrastructure dans Azure. Ouais, et en plus, on verra dans la dernière partie, sur la partie optimisation des coûts, c'est qu'on a aussi des assistants qui vont nous guider et qui vont nous conseiller sur comment optimiser. Pourquoi? Parce que quand on démarre donc cette partie, ce projet-là, on va prendre des hypothèses de taille de VM, d'accord? Et on prend des hypothèses qui sont un peu larges. Et ce que va faire Azure, c'est qu'après un certain temps d'utilisation, il va nous dire attention, la VM que vous avez choisi là, le modèle là, vous pourriez prendre le modèle, la taille en dessous ou deux tailles en dessous, de manière à pouvoir faire de l'économie. Et on a des vrais assistants là-dessus sur l'optimisation. C'est du sur-mesure. Complètement. Autre point très important aussi ici au niveau de l'inventaire, c'est faire ce qu'on appelle l'analyse des dépendances. D'accord? C'est que l'inventaire de tout à l'heure ici là me présente 3 ou 4 VM, d'accord? Par contre, avec les outils que je peux utiliser, donc là, typiquement, je déploie des agents sur mes machines, sur mes VM en local, et je remonte les informations dans ma solution Azure, donc ça se fait via Azure Monitor. Je vois qu'en définitive, j'ai ma machine Linux qui est là, qui communique avec une machine Windows qui est ici,
qui communique avec une autre machine Windows qui est ici, et je vois que cette machine Windows ici, elle communique avec un autre système sur le port 1433. Donc ça veut dire que si je me contentais de migrer que mes 3 VM là, ben il me manquerait un bout parce qu'il me manquerait ce service-là qui entre autres est le service de base de données. D'accord? Donc cette analyse des dépendances là, Ouais, c'est embêtant. elle est super importante à faire. Alors je peux la faire avec des outils. Donc ça c'est un cas et c'est fait par des outils. Ça c'est fait par des outils des services Azure que je déploie ensuite. Je déploie les agents sur mes VM en local. Mais ça peut être aussi fait tout simplement avec mes schémas d'architecture. Et là, je discute avec mon chef de projet applicatif et qui me dit exactement qui communique avec quoi. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle effectivement définition d'un quartier d'urbanisation du SI. Je peux aller plus loin avec mes outils d'analyse. C'est-à-dire que j'ai aussi des outils d'analyse et d'inventaire, hein, par exemple, purement sur la partie base de données. Et vous voyez que l'outil ici qui s'appelle Azure Database Migration Service, mais lorsque je vais utiliser ce service-là, je vais être capable de faire de l'inventaire sur de l'existant, donc du SQL Server, du MongoDB, du MySQL, du Postgres, du DB2, de l'Oracle, et regardez ici les différents scénarios de transition que je peux utiliser. D'accord? Donc voilà. Et en fonction de ça, une fois que j'ai fait mon inventaire, l'outil va me conseiller un chemin de migration vers une infrastructure PassSQL directement dans Azure. Donc, pas mal d'outils pour cette partie inventaire. Attends, excuse-moi, j'ai une question pour toi, Jeff. Peut-on donner une valeur approximative d'un coût d'un DC hébergé dans Azure sur une année pour avoir une idée? Est-ce que tu peux donner j'ai pas entendu d'un data center? Alors ça me paraît un peu difficile de donner parce que ça dépendra vraiment de. Non, ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Ouais, voilà, trop de paramètres. Peut-être vous pouvez nous donner un peu plus dans le chat un peu plus de précision par rapport à un périmètre que vous avez envisagé ou vous souhaitez. Dans Azure, on est vraiment en paiement à l'usage et en fonction du service. Donc, on a des clients qui vont consommer par exemple des services de sécurité, toute la partie puits de log, donc avec Log Analytics, Sentinel, et qui pourront démarrer à peut-être 1000 à 2000 euros par an, avec d'autres clients qui vont juste déployer 4 ou 5 VM et qui vont être peut-être sur 3 4 000 euros par an. Et puis après, on en a qui vont déployer des infrastructures beaucoup plus complexes. Et là, les chiffres après s'arrêtent plus. Donc, si je résume un petit peu la méthode, puisqu'on est dans le chapitre pourquoi migrer, donc on a défini donc nos motivations, on a choisi notre stratégie, on a fait tout l'inventaire et on a bien identifié de ce que l'on veut migrer. Mais maintenant, en termes de préparation, il faut absolument qu'on parle de gouvernance. Comme je disais tout à l'heure. Oui. Vas-y, continue. Après la gouvernance, j'aurai une petite question en termes de planning, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé. Mais vas-y sur la gouvernance. Donc, la technique, on s'en sort toujours. Par contre, là, en termes de gouvernance, c'est très, très important de pouvoir définir tout ça. Comme je rappelle, c'est chose très, très importante. Je monte un data center virtuel. Donc, toutes mes règles de gestion de data center, donc de salle informatique, de salle que j'ai mis chez un hébergeur local ou autre, toutes ces règles de gestion-là, je vais devoir les retrouver si je vais dans Azure. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je parle architecture, il va falloir que je parle réseau, il va falloir que je parle identité accès, sécurité, supervision, gestion des coûts, automatisation. C'est-à-dire que je vais être capable de automatiser mes déploiements, mes gestions, mes configurations. Et tout ça là, je vais y penser en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les items qui sont ici, je vois du réseau, je vois de la sécurité, je vois ici de l'exploitation, je vois de l'automatisation. Ça veut dire quoi? Et on y reviendra tout à l'heure sur les ressources humaines nécessaires. Mais j'ai toujours besoin des mêmes personnes, d'accord? C'est-à-dire que je peux pas aller dans Azure si j'ai pas un expert réseau sous la main. Je peux pas aller dans Azure si j'ai pas un expert sécurité sous la main. Je peux pas aller dans Azure si j'ai pas quelqu'un et qui est en charge de l'exploitation. Pourquoi? Parce que ces VM là, il va falloir que je les monitore, il va falloir que je les backup, il va falloir que je fasse tout ça. Et il va bien falloir que je pilote toute cette activité. Donc ici, on va se poser toutes les questions. On va se poser des questions sur la convention de nommage, sur questions toutes bêtes. Ok, j'ai mis des choses dans Azure, comment je fais pour y accéder? Depuis où j'y accède? Est-ce que j'y accède depuis mes infrastructures locales, depuis mon siège? Est-ce que j'ai besoin d'y accéder depuis mes filiales? Est-ce que j'ai besoin d'y accéder en mode mobilité, c'est-à-dire depuis n'importe où à travers la planète? Est-ce que c'est mes clients qui ont besoin d'y accéder? Donc voilà, donc tout ça, il va falloir le définir et ça va être un item de gouvernance. Et nous, effectivement, dans notre phasage projet, c'est quelque chose que l'on va voir dès le départ. Tu avais une question? Oui, effectivement. Alors, qui rejoint un petit peu celle qu'on avait tout à l'heure sur de Azure AD, c'est quoi le timing et en quel timing il faut prévoir, il faut envisager
pour migrer une AD dans Azure AD. Alors attends, on parle de deux choses. Alors, effectivement, la question, donc, telle que je la comprends, c'est comment je fais pour migrer un Active Directory local dans Azure AD. C'est ça. Alors, ça, finalement, comment faire? Alors ça, ce sont des projets que l'on rencontre beaucoup, et d'ailleurs, c'est absolument indispensable lorsqu'on parle de Office 365. D'accord? Donc Office 365 qui est un autre cloud. Là, on parle d'Azure aujourd'hui, mais on va faire une petite digression sur le cloud Office 365. Pour pouvoir accéder à Office 365, il faut que j'ai absolument mes identités avec les licences qui sont affectées, ainsi de suite. Mais que ce soit Office 365 ou le cloud Azure, les deux s'appuient sur ce qu'on appelle un tenant. Et le tenant, effectivement, c'est l'annuaire qui va me permettre d'accéder à ces ressources. Cet annuaire, deux façons. Soit je démarre le service de zéro et je crée tous les objets directement dans le cloud, soit j'ai des AD locaux, donc un Active Directory local, un ou des Active Directory locales d'ailleurs. Et à ce moment-là, je vais synchroniser les éléments de ces AD locaux vers mon tenant Azure Active Directory. Pour ça, j'utilise un mécanisme qui s'appelle Azure AD Connect, donc qui est une plateforme que j'installe. Je définis mes paramètres de synchronisation. Et ça, en définitive, le temps que ça va prendre, on va dire, c'est le temps d'installer la VM qui va héberger le service Azure AD Connect et le temps de le configurer. Ça peut être fait entre une demi-journée et peut-être 2 jours grand maximum si j'ai plusieurs domaines sous la main. Mais l'avantage de faire ça, c'est que ça va prendre tous mes objets, ceux que j'ai choisis, de mes AD locaux, ça va me les synchroniser, donc me les dupliquer dans mon annuaire Azure AD, donc dans mon tenant, et après, je vais pouvoir utiliser ces identités-là pour tout ce dont j'ai besoin, accéder à mes services SaaS, manipuler mes ressources dans Azure. D'accord. Alors effectivement, le sujet concerne aussi toute la migration d'une infra complète, mais on reviendra un petit peu à la fin sur ce point-là. Effectivement, tout dépend du nombre de VM que vous avez à migrer, de la taille de votre. La question qu'on va se poser, c'est voilà, par exemple, si j'ai un système de messagerie en interne, d'accord, donc qui est hébergé sur mes VM, un système de messagerie quelconque. La question, c'est ce système de messagerie-là. Je suis arrivé au bout de mon hébergement, je suis arrivé au bout de mon contrat de licence, je suis arrivé au bout de ma version parce que c'est une version qui date de l'an 2000. Bref, j'ai besoin de le faire évoluer. Ce service-là, je vais le faire évoluer et je choisis d'aller le mettre dans le cloud. Deux façons. Soit je fais ce qu'on appelle tout à l'heure du lift and shift, auquel cas je prends mes VM et je les déploie et je les mets dans le cloud. Soit pour la messagerie, je vais utiliser un service de type SaaS, c'est-à-dire que je vais utiliser un service de messagerie en ligne. Et à ce moment-là, mon service Lotus Notes, Zimbra, Exchange local, lui, je vais aller le migrer vers un service qu'on appelle Exchange Online. Et ça, par contre, c'est le cloud Microsoft 365. Voilà, c'est pas le cloud Azure. Ok. Donc, une fois que j'ai bien fait mon inventaire, que j'ai bien réfléchi à ma gouvernance, ensuite, il va falloir que je conçoive ma cible. Je rappelle, je déploie un data center virtuel, donc il va falloir que je définisse, que je bâtisse l'architecture. Et pour bâtir l'architecture, il va falloir que je travaille sur le réseau. Donc, je vais travailler sur mes VNet, sur mes VLAN, sur mes points de connexion, sur mes passerelles, que je définisse la sécurisation des flux, que je définisse mes sauvegardes, que je définisse ma partie supervision, solution de sécurité. Tout ça, là, c'est ce que je ferais si j'étais en local. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison que ça change. Et je vais avoir besoin de le faire si je vais dans le cloud. Plus, il va falloir que je réfléchisse à des choses, des thématiques qui sont propres à Azure. Le choix des régions. Le choix des régions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que mes infrastructures, je les déploie dans la région France-Centre, donc dans les data centers qui sont du côté de la région parisienne? Est-ce que je choisis de les déployer à Amsterdam, à Dublin, aux États-Unis, en Afrique du Sud, voilà, au Japon, enfin bref, là, partout on va retrouver. Donc on va déjà commencer par choisir les régions. Est-ce que je vais avoir besoin d'avoir plusieurs régions? Parce que j'ai une activité worldwide, auquel cas il me faut quelque chose aux États-Unis, quelque chose en Europe, quelque chose en Asie, d'accord? Donc, on va réfléchir sur ces régions-là. On va réfléchir aussi sur les notions de souscription. La souscription, c'est le contrat que je vais passer avec Microsoft et c'est ce qui va être géré la partie financière. Et potentiellement, en fonction de mon organisation, je vais être amené à peut-être avoir besoin de plusieurs souscriptions, soit parce que j'ai plusieurs filiales,
soit parce que j'ai plusieurs environnements, soit parce que j'ai une décomposition par patrimoine applicatif. D'accord? Donc, on va parler de ça, souscription, groupe de ressources, les stratégies que je mets dessus et les habilitations. On me dit dans l'oreillette, Jeff, qu'il nous reste 20 minutes. Ouais, tranquille. Voilà, on est bien dans le timing. On est bon là. On est bien là. Donc voilà un petit schéma. Alors évidemment, je ne vais pas vous le commenter, hein, mais c'est à quoi ressemble un schéma d'architecture de vision haut niveau d'une infrastructure dans Azure. Donc vous voyez, on voit les points de connexion, on voit les différentes souscriptions qui sont ici, on voit les VNet qui sont là. Je fais du peering de VNet, je fais tout ça. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est à minima, il faut un schéma. Alors évidemment, la complexité du schéma dépendra de ce que l'on veut migrer, mais c'est le genre de choses que l'on doit traiter. Un autre point que l'on nous pose souvent, c'est et qui des fois peut représenter un frein la migration vers le cloud, c'est de dire bon ok, voilà, moi je suis administrateur système, moi je suis expert stockage, moi je suis expert sécurité. Si ça va dans le cloud, j'ai plus de boulot. Ben non. Le schéma qui est là, voilà. Pas parce qu'on est dans le cloud que vous n'avez plus rien à faire. Hein. Non, bien au contraire. on a autant de choses à faire, mais c'est pas les mêmes. Et d'ailleurs, faut pas imaginer qu'en allant dans le cloud, je vais gagner de l'argent en réduisant mes équipes de moitié. C'est pas du tout là-dessus que je vais faire du gain. C'est simplement les métiers changent, d'accord. Donc ça, là, en bleu, on va dire, ce sont les métiers quand on a une infrastructure locale. En vert, ça va plutôt être des métiers lorsqu'on va être dans le cloud. Mais les métiers évoluent, mais par contre, on a toujours besoin d'autant de monde. Ça change un peu effectivement, mais comme je disais tout à l'heure. La partie réseau ici, un expert réseau est absolument indispensable si je vais dans le cloud. La partie data, à ce moment-là, étant donné que je vais plus trop m'occuper de mes VM, mais je vais consommer des services, je vais être plutôt sur la partie analyse de data ou architecture logicielle. Mais voilà, on a toujours besoin d'autant de monde, sauf que les métiers évoluent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon plan de migration, il faut absolument que je pense à faire évoluer aussi les compétences de mes équipes. Un plan de migration vers Azure s'accompagne aussi d'un plan de formation des équipes pour les rendre compétents sur ce sujet. Tout à fait. Voilà, donc ça y est. J'ai ma stratégie, je sais ce que je vais migrer, j'ai fait sur le papier, c'est joli, c'est tout beau, j'ai un méga schéma qui va bien, j'ai tout compris, j'ai mes équipes qui sont formées, ben, il va falloir commencer à y aller, quoi. Et donc la première chose que l'on va faire, c'est préparer ce qu'on appelle la landing zone. D'accord. Donc, je sais la zone d'atterrissage. En fait. On a pas mal échangé sur le sujet, effectivement. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais préparer mon infrastructure à recevoir Azure, donc à recevoir tous mes systèmes, d'accord. Et comme je fais quand je monte un data center virtuel, ben je vais commencer par créer mes réseaux, gérer mes flux, mettre en place. On a vu tout à l'heure les souscriptions, les groupes de ressources. Donc je prépare tout. C'est ce qu'on appelle la landing zone. Et ça, c'est important de la préparer avant de commencer les opérations de migration, parce que sinon, c'est un petit peu comme si vous êtes en train de déménager, vous arrivez avec vos cartons sur les bras, mais la maison n'est pas encore construite. Dommage. Donc on va attendre. D'accord. Donc c'est le même sujet. D'accord. Donc on prépare tout ça. On prépare cette landing zone. Possibilité très facile d'automatiser, c'est-à-dire que le déploiement qui est ici. Alors évidemment, je peux le faire à la souris dans mon portail Azure. Mais l'idée, c'est quand même de l'automatiser par ligne de commande, de manière à pouvoir le répliquer autant de fois que je veux. Et par exemple, comme ça, je vais pouvoir dupliquer mes environnements. Donc, dev test, recettes, formation, prod, où je vais pouvoir dupliquer mes infrastructures pour mes filiales. Donc, cette partie automatisation, là, va me permettre, parce que là, du coup, en gros, en une ligne de commande, je vais pouvoir déployer tout un data center, et ça peut aller très, très vite. Une infrastructure de conteneurs avec un cluster Kubernetes avec mes applications dessus, en 1 heure, c'est déployé. Alors que si je devais le faire à la main, ça pourrait me prendre 1 semaine. L'automatisation est aussi un point important à prendre en compte hein, quand on définit la cible. Hein, on va voir ce qui est possible d'automatiser pour aller de ce fameux dans le déménagement de ce point de cette maison ancienne vers cette nouvelle maison qui est donc Azure. Voilà. Cette image de déménagement. Et c'est vrai que par rapport à nos motivations, par exemple, on parle de plus en plus de DevOps, d'automatisation, donc de pipeline, d'intégration et de déploiement continu. Mais finalement, dans le pipeline, on va aussi déployer notre infrastructure directement. Et comme ça, je vais gagner énormément de temps dans la fourniture et la mise à disposition de ma nouvelle application pour mes utilisateurs. Donc ça y est, tout est prêt. Maintenant, il va falloir appuyer sur le bouton. Et là, pour appuyer sur le bouton, on va soit
effectivement utiliser, alors faire des déplacements, donc un déménagement à la main, soit je vais appeler des déménageurs, voilà, je vais pouvoir donc définir mes chemins de migration et utiliser de nouveau des outils qui vont me permettre de faciliter ma migration. Si je fais du lift and shift, par exemple, j'ai pas mal d'outils qui me prennent les VM, qui me les déplacent, qui me les mettent dans le cloud, qui me les reconfigurent. Et en gros, j'appuie sur le bouton, je reviens, allez, une demi-heure après, ça y est, mon application elle est migrée, elle est opérationnelle dans le cloud. Petite parenthèse rapide. Excuse-moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce qu'on a déjà fait des migrations à chaud de VM? Oui. Oui, on a déjà fait. Et comment on fait du coup, Jean-François? Typiquement avec des outils, voilà, avec des outils de type Azure Migrate par exemple. Donc voilà, les VM sont, en définitive, c'est le même principe que du PRA. Ça veut dire que mes VM sont dupliquées, synchronisées, d'accord. Donc elles sont, voilà. Et quand je décide, j'appuie sur le bouton, je dis, ben c'est plus la source maintenant, c'est plus l'ancienne, mais c'est la nouvelle qui fait office. Et à ce moment-là, je bascule comme ça. Ça c'est une première solution. Mais typiquement, c'est une très bonne transition. On aurait dit que c'était fait exprès pour la suite. Merci à notre auditeur d'avoir passé le bâton. C'est-à-dire que voilà, typiquement, alors c'est pour des infrastructures un peu épaisses, comme on dit VMware. Maintenant, j'ai un truc qui s'appelle AVS, donc Azure VMware Service. Et ça, Azure VMware Service, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de déployer une infra VMware dans Azure. D'accord? Donc, je vais me retrouver ici, voilà, avec mes hosts. Donc c'est en plus là c'est sur du matériel dédié. Donc là c'est vraiment mes propres serveurs qui sont dans Azure. Et là du coup je me retrouve avec une infrastructure VMware complète avec mes hosts, avec toute la stack logicielle requise pour VMware. Et là du coup je vais utiliser quelque chose qui s'appelle HCX, qui est l'outil qui me permet de migrer à chaud mes VM entre mes environnements locaux ici et mes environnements distants. Donc ça sur des infrastructures un peu costaud, on commence à avoir une centaine de VM, voire plus. La question peut vraiment se poser d'utiliser ce service VMware dans Azure. L'avantage, c'est que je tiens mes compétences VMware, d'accord. Donc, je suis habitué à gérer mes VMware. Je me retrouve exactement avec la même chose dans Azure, mais surtout, je vais pouvoir connecter ces VM-là à tous mes services Azure qui sont ici. Voilà. D'accord. Donc, j'ai toute la puissance du cloud Azure et je maintiens toutes mes compétences VMware. Et là, je peux basculer à chaud, comme je ferais avec du vMotion, je crois, ici sur mon VMware. Voilà. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. L'infrastructure qui est mise à disposition. Donc, vous voyez, il y a toute la stack logicielle VMware. On a des hosts qui vont me permettre d'héberger mes VM et différents cas d'usage. Allez, on en est à l'après-migration. Une fois qu'on est dans Azure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comme je disais, voilà, on est content, on est bien migré, nos applications, elles fonctionnent. Mais on va dire, c'est pas fini, au contraire, c'est maintenant que l'aventure commence. Et là, il va falloir gérer la post-migration avec, on l'a dit, on en a reparlé, cette partie optimisation des coûts. Ça, par contre, du coup, c'est un nouveau métier. Jusqu'à présent, on l'avait pas forcément. Quand je avais ma salle informatique en local ou dans mon hébergeur de proximité, ok, j'avais des coûts qui arrivaient, mais je les gérais, mais peut-être c'était géré différemment par. Là, on a un vrai métier, un nouveau métier qui s'appelle FinOps, d'accord. Donc, ce sont les opérateurs financiers du système d'information. Et ces gens-là, ces personnes qui vont avoir ce rôle-là, vont être en permanence à suivre effectivement la consommation et les coûts dans Azure, de manière à s'assurer que je consomme pas plus que ce que j'avais prévu. 2, que j'ai pas un développeur qui s'est fait plaisir et qui s'est allumé une VM à 6 000 € par mois parce qu'il avait besoin de puissance et puis qui a oublié de l'éteindre. Et donc du coup, comme c'est arrivé à un client, recevoir du jour au lendemain une facture de 50 000 € à payer. Et si elle n'est pas payée sous quelques jours, il n'y a plus de service, d'accord. Et puis aussi surtout, voilà, certainement faire de l'économie. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir. Donc il y a tout un sujet sur la gestion des coûts dans Azure. Donc je suis en paiement à l'usage, mais je peux aussi faire de la réservation, ce qu'on appelle de la réservation d'instance. Donc une réservation sur 1 an, sur 3 ans, et qui vont me permettre de réduire énormément ma facture. Par contre, de la réservation, je la fais lorsque je connais bien que je suis sûr de la taille, de la bonne taille. D'accord. Donc voilà. Et c'est ça, cette partie ici, optimisation des coûts, qui va être très 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 importante. Alors, j'ai une question, un petit retour en arrière de quelques instants. Comment on gère les dépendances au moment de la migration, notamment par exemple de certaines VM avec un port quand on arrive au point B? Comment on gère ça? C'est pour ça qu'on fait dans l'inventaire, on fait l'analyse des dépendances. D'accord.
Et c'est là qu'on garantit que l'on. Alors effectivement, par exemple, si je prends le cas de mes 3 VM et de ma base de données, ben à un moment donné, il va quand même falloir que je reconfigure mon application parce que la chaîne de connexion à ma base de données, peut-être qu'elle a bougé. Mais comme j'ai fait mon analyse de dépendance et que j'ai tout préparé et que j'ai tout identifié, je sais que ben, avant d'appuyer sur le bouton sur la prod, il va falloir que je reconfigure cette chaîne de connexion là. Alors soit du manuel, d'accord, soit c'est quelque chose que je vais pouvoir automatiser dans ma post-configuration de déploiement. D'accord. Encore une fois, on arrive toujours même sujet. Hein, c'est on prépare. Tout dépend de la préparation. Plus on prépare, mieux c'est préparé, mieux c'est cadre au début. Plus on aura, enfin, moins on aura d'écueils à l'arrivée. Toujours. C'est clair. Donc du coup, post-migration, on a cette gestion, ce suivi des coûts avec ce nouveau métier, ce nouveau rôle ici qu'on appelle FinOps. Et ensuite, ben, si j'ai fait du lift and shift et que tout marche bien, je vais commencer à me poser la question de savoir comment je peux encore plus optimiser mon infrastructure et là, du coup, utiliser des services PaaS. D'accord? Donc, je rappelle, le IaaS, c'est de l'infrastructure as a service, donc en gros, c'est de la VM. PaaS, c'est la plateforme as a service. Là, je vais consommer des services et je vais payer qu'à la consommation de services. Tout ce qui est en dessous du service, je m'en occupe plus. Donc la VM, l'operating system, les mises à jour, la sécurité, fait tout ça là, c'est plus mon problème. C'est Microsoft qui gère. L'avantage, c'est qu'ensuite, ben, je vais pouvoir commencer à petit à moderniser mes applications. Et c'est là que je vais vraiment avoir du gain par rapport à si j'étais en local. Effectivement, il y a certains services utilisés en PaaS permettent de faire à la fois du gain de performance, mais aussi des coûts financiers. Voilà, donc un petit peu, on a fini cette partie-là. C'est pourquoi migrer, comment migrer, ce que je fais une fois que j'ai migré. Voilà, et puis là maintenant, on va terminer là-dessus. Donc, ben, si vous souhaitez y aller, si vous souhaitez vous faire accompagner, je pense que Guillaume, on a pas mal de solutions à proposer. Exactement. Avec Progelis, avec notre partenaire Microsoft, on a la possibilité de vous proposer des Solution Partners Assessment. En quoi ça consiste? En fait, ce sont des études réalisées par Progelis et financées par Microsoft qui vont vous permettre justement d'étudier, de faire cette photo d'état de l'art et définir le chemin pour aller dans Azure. On va pouvoir intervenir sur 3 Solution Partner Assessment. Le premier, c'est le Data and Infrastructure Migration. Donc, grosso modo, c'est du lift and shift avec plus ou moins les améliorations qu'on peut proposer dans ce cadre-là. Utilisons des passes, des services. Voilà. Donc, l'idée, c'est comment aller dans Azure, le fameux point de départ. Et nous, avec donc les consultants Progelis autour d'Azure, on va vous aider, vous les organisations qui voulez migrer, à définir ce périmètre, comment aller vers Azure. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça va concerner le dernier sujet qu'on a abordé ensemble, les coûts. Vous êtes dans Azure, vous êtes déjà bien présent dans Azure, vous avez mis en place l'infrastructure, elle tourne, ça fonctionne, et vous allez pouvoir, en fait, après, à travers cet assessment, voir comment optimiser les coûts d'utilisation d'Azure, en mettant en place des nouveaux services, en diminuant certaines VM, par exemple. Voilà. Et le dernier, c'est Application Modernization. Là, c'est vous êtes soit utilisateur d'une application métier développée en spécifique et vous voulez la mettre dans Azure, ou éditeur de logiciels et vous voulez offrir de nouveaux services ou avoir plus de puissance offrir plus de puissance à vos utilisateurs finaux. Donc là, on va à travers cette assessment, on va étudier comment améliorer l'usage de cette application en termes d'infrastructure applicative, en utilisant les services les services proposés par Azure. Donc, c'est bien précisé, hein, Guillaume, c'est ça, c'est que ça, ce sont des types de prestations qui sont, entre guillemets, qui vont être gratuites pour nos clients, puisque financées par Microsoft, dans le but, effectivement, d'accompagner nos clients dans leur choix et des types de scénarios pour aller dans Azure. Ensuite, effectivement, vous avez sur tous les items que l'on a vus et sur les 3 parties, hein, dans le choix de motivation de la stratégie, le comment migrer ou la migration, effectivement, après on a des équipes Azure qui vont nous permettre d'avancer sur les sujets. J'ai quelques questions, Jean-François, qui me sont posées par nos auditeurs.
Concernant les coûts, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un retour chiffré des coûts de migration dans le cloud? C'est le coût globaux d'exploitation en interne. Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est une étude à mener. C'est difficile d'y répondre comme ça directement, mais ça s'étudie. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Jean-François. Oui, Le oui, cloud non. vs l'infra local. Ouais, enfin, tant qu'on sait pas, tant qu'on n'a pas plus de précision, on peut pas donner des métriques comme ça parce que c'est vraiment très varié. Et comme j'ai dit, c'est plutôt en fonction de la complexité de ce qui a à migrer que le chiffrage va se faire. Après, ça peut être aussi voilà en termes d'usage, en termes de si vous avez 2 Tera, c'est pas comme si vous avez 3 pétas de données à gérer quoi. Donc il y a tout un tas de choses comme ça. Non, ça il y a que les études qui vont nous permettre de dire de définir effectivement ce que c'est. Est-ce qu'on passe aux questions qui nous avaient été posées dans le formulaire? Alors on va passer aux questions et en même temps, je pense qu'on va avoir dans ces questions-là la réponse à certaines questions qui me seront posées par le chat. D'accord. La migration d'un tenant Azure vers un autre tenant Azure, est-ce possible? Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'un tenant Azure existe ou pas? Alors, oui, oui. Alors effectivement, il y a une question de terminologie. Un tenant Azure, c'est l'annuaire Azure Active Directory. D'accord. C'est ça la définition. C'est donc c'est cet annuaire-là. Donc d'un point de vue purement annuaire, oui, je peux migrer un annuaire Azure Active Directory vers un autre annuaire Azure Active Directory. C'est du déplacement d'objets. D'accord. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est est-ce que je peux migrer des services Azure, de Cloud Azure, comme on vient de parler, d'une infrastructure Azure vers une autre, ben, on va dire ça dépend. Aujourd'hui, ça dépend essentiellement du type de contrat que vous avez avec Microsoft et du type de ce qu'on appelle les souscriptions. Il y en a que je peux, en fonction des souscriptions, je peux déplacer d'une souscription à l'autre et d'autres non. Il va falloir réinstaller. Maintenant, si je parle d'Office 365, donc des services Exchange Online, SharePoint Online, Teams Online, ainsi de suite, oui, je peux aussi les migrer d'une infrastructure Office 365 vers une autre. Donc, la réponse, ça va être oui, mais il faut juste bien être en accord sur les termes que l'on utilise. Alors, comment organiser une vision des coûts en fonction des usages et des packages de services proposés par Microsoft? Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle ces outils qui vont nous permettre de faire les inventaires. Et cet inventaire-là, on va le rentrer dans l'outil et l'outil ensuite va nous donner une estimation des coûts. Voilà. Donc ça va être en fonction de la taille des VM, de la puissance dont on va avoir besoin, des services PaaS que l'on va consommer, des régions. Est-ce que j'ai une région, plusieurs régions, même entre deux régions, les prix sont pas les mêmes. Voilà. Donc on va avoir toute cette étude donc dans la partie préparation en amont, toute cette étude définition d'architecture qui va nous permettre d'avoir une estimation des coûts que l'on va avoir. Et en fonction des usages, ben oui. Alors je rappelle, hein, on parle bien d'Azure. Quand je suis dans Office 365, c'est simple, j'achète des licences, je paye mes licences, que je m'en serve ou pas. Dans Azure, on va rentrer, comme on a parlé tout à l'heure, par exemple pour les VM, des plages de fonctionnement. Voilà. Une VM qui est allumée 24/24, 7/7, c'est pas. Je peux avoir d'autres VM qui vont être démarrées de 8h du matin, à 20h, et la nuit je les éteins pour économiser. Est-ce que les migrations se font à la même vitesse dans le public que dans le privé? Alors, alors franchement, bon, non, il y aurait des mauvaises langues. Non, c'est pas, il y a pas de raison qu'il y ait une différence de vitesse entre le public et le privé. Exactement. Le serveur ou l'application en elle-même, elle a pas conscience de son existence propre, de savoir si elle est dans un service public ou privé. Donc il y a aucune différence. Et important aussi, hein, c'est retour d'expérience de nos projets, puisqu'on gère autant des clients publics que des clients privés. Il n'y a absolument aucune notion de ce type-là qui rentre en compte dans la planification de nos projets. C'est toujours pareil. Ça dépend de la complexité, ça dépend des équipes, voilà, aussi, de la volonté, des freins que l'on peut rencontrer, parce que quand migrer vers le cloud, il y a pas mal de freins à lever quand même, mine de rien, qui sont pas forcément des freins techniques, mais bien souvent des freins d'organisation, des freins politiques, ainsi de suite, mais qui sont voilà, autant dans le privé que dans le public.
Alors, une question qui effectivement est intéressante et on y a répondu partiellement pendant le séminaire, c'est quels sont vos conseils sur le choix des applications à migrer? Est-ce que tu peux Alors ouais, préciser quelques éléments? il y a très longtemps, lors d'une conférence, il y a quelqu'un qui avait employé un terme que j'adore, qui dit que on externalise que ce que l'on maîtrise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, pour aller dans le cloud, mais je devais envoyer dans le cloud que quelque chose que je maîtrise déjà. Si je maîtrise pas et que je mets ça dans le cloud, ça va être catastrophe fois puissance 10. Voilà. Donc globalement, déjà être sûr que vous maîtrisez ce que vous souhaitez migrer. Oui, ça c'est important, la maîtrise. Voilà, je crois qu'on a fait toutes les questions. Alors, j'ai quelques petites questions complémentaires pendant le chat. Est-ce qu'on a un petit peu de temps encore? Allez, on a quelques instants. Bon, la durée, on a une question sur la durée d'engagement au minimum et voilà, et le ROI sur ce type de projet. Alors, la durée d'engagement, tout dépend du contrat que vous souscrivez. Si vous êtes, par exemple, si vous passez par ce qu'on appelle un CSP, donc un Cloud Service Provider comme Progelis, la souscription, on va dire, elle est au moins le mois. Donc, d'un mois sur l'autre, on peut la faire évoluer, on peut l'arrêter, ainsi de suite. Donc, l'engagement, il va être au mois. Si vous êtes une structure de taille plus importante et que vous avez un contrat directement, donc avec Microsoft, avec ce qu'on appelle un accord entreprise, les engagements, ils peuvent être sur l'année, donc de mémoire sur 1 an, sur 3 ans. Donc là, tout dépend de la négo que vous aurez. En CSP, vous avez 3 possibilités. Vous avez en pay as you go, c'est-à-dire que vous payez à la consommation et effectivement, vous pouvez arrêter vos VM quand vous le souhaitez. Ou vous pouvez prendre un engagement 1 an ou un engagement 3 ans. En sachant qu'évidemment, plus vous prenez une durée d'engagement importante, moins le coût de l'unité est cher, moins élevé, on va dire. Moins cher, plus si vous vous engagez plus longtemps. Une dernière pour la route? Une petite dernière pour la route. Quel est l'avantage d'un Cloud Azure vs mettre son infra dans un data center? Alors, alors là, Azure est un data center. Après, le fait qu'il soit public avec toutes ces possibilités, tous les services qu'il met en disposition, c'est cette possibilité de déployer rapidement, de pouvoir mettre des infrastructures en test, de pouvoir avoir cette souplesse d'éteindre ou d'allumer en fonction de l'usage. Vous ne payez, vous ne pouvez être dans un principe de paiement qu'à l'usage. Donc, il y a un intérêt sur les coûts et il y a un intérêt aussi en fonction de votre activité. Si vous avez besoin de publier une application à l'étranger ou d'augmenter significativement l'usage d'une application, vous venez de racheter une filiale, 300 utilisateurs d'un seul coup en plus, voilà, c'est très facile d'augmenter le nombre d'utilisateurs en Azure. Ouais, on va aussi avoir donc de gros avantages sur la cartographie des services. Je prends un truc tout simple hein, qu'on a eu à traiter il y a très peu chez un client. La mise en place d'un bastion pour la sécurité. Si vous devez mettre un bastion sur vos propres infrastructures, donc qu'elles soient dans votre salle informatique ou chez votre hébergeur, il va falloir prévoir toute la zone qui va avec, peut-être passer par une DMZ, installer les serveurs, installer ainsi de suite. Enfin bref, ça va vous prendre pas mal de temps en termes de réflexion et en termes de déploiement. Mettre en place un bastion dans Azure, ça se fait en 2 clics et 30 secondes. Voilà. Donc on a un gain de temps sur le déploiement qui est absolument énorme. Et il faut savoir qu'ensuite, vous avez tous les outils de pilotage que l'on va retrouver derrière. C'est-à-dire que je vais retrouver tous mes outils pour sécuriser, tous mes outils pour le backup, tous mes outils pour le monitoring, pour la supervision. Enfin, j'ai tout qui est déjà prévu dedans. Après, le gros intérêt aussi, c'est que du coup, alors ça, c'est quelque chose qui est super important. Hier, on avait une conférence justement sur la gestion des coûts avec les équipes Microsoft, où quand on fait l'analyse de coûts, il faut être sûr de comparer des choses qui sont comparables. Et comme ils disent, ne pas comparer des choux avec des carottes. Si jamais je me contente de comparer le prix d'acquisition de mes hosts en local pour déployer mon infrastructure de virtualisation plus la stack logicielle qui va avec, si je compare ça avec les coûts que je vais avoir dans Azure, mais je vais pas comparer des choses identiques. Pourquoi? Parce que dans les coûts qui sont dans Azure, je vais avoir en plus la partie mètre carré, je vais avoir l'énergie, je vais avoir le matériel en lui-même, hein, c'est-à-dire que la durée de vie des disques durs, j'ai plus à m'en préoccuper, ils sont changés automatiquement, ainsi de suite, c'est dans le prix, il y a tout ça. Donc il faut bien faire attention quand on fait l'analyse de coûts et qu'on compare les coûts que cela pourrait me coûter donc dans Azure par rapport à si j'achète 4 serveurs et que je déploie ma stack de virtualisation avec tous les logiciels, ben en définitive, je vais pas tout comparer. Je vais comparer un petit bout, mais il faut rajouter tout un tas d'autres choses qui sont pas que de l'informatique.
Oui, et qui sont pour le coup très facilement visibles dans la région puisque vous payez à l'usage, et qui le sont beaucoup moins dans un data center privé ou un data center on-prem. Voilà. On va s'arrêter là, Jean-François. Merci pour ta Mais merci à toi, présentation Guillaume. et toute ta précision et ton savoir. Et merci à tout le Je, monde de nous avoir suivis et on espère avoir fait notre dévocation. voilà. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Merci à tous. Bonne Merci, au journée. revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir.